Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted et France Télévisions Publicité avec pour partenaire média Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la diversité dans l'industrie publicitaire digitale, mythe ou réalité. Dans une étude publiée par Indeed en février 2021, 75% des recruteurs affirment que le manque de diversité n'est pas un problème au sein de leur entreprise. Du processus de recrutement à la gestion des ressources humaines en passant par la lutte contre les discriminations en entreprise, la diversité au sein des organisations semble être une priorité. Et pourtant, dans l'industrie publicitaire digitale, secteur de toutes les opportunités, certains préjugés, souvent inconscients, subsistent encore. Afin de lever le voile sur une réalité pas toujours visible par tous, nous demanderons à nos invités quelle est leur perception de la diversité dans l'industrie publicitaire au sens large et digitale en particulier. Par rapport à leurs origines, ont-ils été témoins ou visés par des préjugés inconscients par leurs consoeurs et confrères, à moins d'avoir créé sa propre entreprise, faire partie du comité de direction d'une entreprise du secteur de la publicité? Est-ce mission impossible quand on est issu de la diversité? Enfin, certaines personnes issues de la diversité se mettent-elles des freins en n'osant pas postuler à certaines fonctions accessibles dans le secteur de la publicité notamment? Pour en discuter, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Wale Badamosi Oyekami de Derwin, Haris Fazal de Havas Media Group. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. Bonjour Haris. Bonjour Michel. Bonjour Wale. Bonjour Michel. On est là pour parler d'un sujet dont on parle depuis des années, mais qui parfois semble ne pas progresser. Je parle du sujet, c'est la diversité dans le monde de la publicité, dans l'industrie publicitaire en général, et peut-être la publicité digitale en particulier. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et donc, première question, et je commencerai par toi, Haris, c'est quoi ta perception de la diversité dans l'industrie publicitaire et dans le digital en particulier? Alors déjà, je souhaite te remercier vivement Michel de ton invitation pour cette belle table ronde avec vous tous. Et j'aimerais en profiter aussi pour remercier certaines personnes qui ont vraiment poussé ma présence ici avec vous tous. Je vais commencer, alors désolé, je ne vais pas commencer dans l'ordre alphabétique. Et Florence Destin, DGA chez Havas Media, Céline Baïza, DGA aussi chez Havas Media, mes deux responsables actuels, Marine Russotto et Sherazade Kadraoui, Amir Benjabala, aussi chez Havas, Nabil Bekti, un très bon ami à moi et que je salue, et d'autres aussi personnes que j'ai rencontrées à mes débuts dans le digital, notamment Abderrahmane Bouri qui est Media Manager chez Ikea, et deux amis d'enfance qui aujourd'hui eux aussi ont leurs deux pieds on va dire dans le digital, à savoir Omar Gassama, Social Media Manager chez Bouygues Télécom, et Saïd Kaldi, Social Media Manager et Manager Acquisition chez Lalalab. Voilà. Déjà, le premier point que tu nous évoques en évoquant ces noms, c'est que déjà pour pouvoir, entre guillemets, s'en sortir n'est pas le bon mot, mais en tout cas pour pouvoir naviguer entre les gouttes du manque de diversité, c'est le réseau. Alors, c'est le réseau, ça peut aider, en effet, c'est un vrai boost dans une carrière. Après, je pense que c'est pas que inhérent au digital et ça peut aussi toucher d'autres pans de la société. C'est inéluctable, malheureusement. Mais en tout cas, pour revenir après aussi à ta question Michel, moi je pense que le digital, ça reste quand même une belle vitrine par rapport à d'autres secteurs plus traditionnels et conservateurs de la société française où, on va dire, et je pense notamment à mon parcours personnel ou à mon humble niveau de manager, les portes d'entrée sont ouvertes. Si on y met du cœur à l'ouvrage et qu'on est persévérant, on peut rencontrer de bonnes personnes et Dieu sait qu'il y en a énormément dans le digital. Donc j'ai aussi ce petit message à véhiculer à tous mes étudiants qui me regardent aujourd'hui, c'est de persévérer. Poursuivez vos études dans le digital et à la clé, il y a une belle insertion et une belle intégration professionnelle. Et effectivement, ce message aux étudiants, j'allais dire que tu es, au premier chef assez proche d'eux, puisque tu es professeur au sein de l'univers Paris 12. Hein, c'est ça. L'université Paris 12. Donc effectivement, c'est un message qui est extrêmement important et on salue tous les étudiants qui nous regardent, puisque c'est un public assez nombreux en ce qui concerne
concerne The Programmatic Society. Merci Haris, sauf si tu avais d'autres points à évoquer. Non, c'est très bien. Merci Haris. Walé, de ton côté, quelle est ta perception de la diversité dans l'industrie publicitaire aujourd'hui et dans le digital en particulier ? Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la réalité des contenus, c'est-à-dire en fait, on fait des formats publicitaires et c'est intéressant de se dire que les formats publicitaires s'adressent à des cibles différentes et qu'on essaye généralement de représenter la société. Et je pense qu'aujourd'hui, la représentation de la société n'est pas réelle dans les contenus qui sont produits et qui sont diffusés dans les contenus publicitaires. Et puis il y a l'autre réalité qui est au niveau de l'industrie et des employés, des collaborateurs et collaboratrices. Est-ce qu'on a une industrie qui représente toute la diversité et toute la richesse de la France ? J'emploie bien le terme de richesse parce que je considère que cette diversité-là est une richesse. Aujourd'hui, je pense que le constat est non. C'est assez intéressant. Moi, j'ai fait pas mal de travail personnellement pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait mieux représenter la France et donc du coup s'adresser à tout le monde et à toutes les personnes qui constituent la France. Et en fait, il y a des données qui existent. On parle beaucoup de données sensibles sur les origines et la diversité en France. La réalité, c'est qu'il y a des études qui sont publiques, qui donnent la disparité, et qui donnent la diversité des profils en France. Donc on sait qu'il y a 51% de femmes, qu'il y a 25% de population en Ile-de-France issue de la diversité. Et donc du coup, c'est des schémas, et c'est des données qui existent, et des schémas du coup qu'on peut reproduire par design. Mais je pense qu'aujourd'hui, réalistiquement, ce n'est pas le cas dans l'industrie, malheureusement. Merci Walé. Et j'allais dire que tu es quand même un exemple rare, on en reparlera tout à l'heure, notamment en termes de gouvernance d'entreprise dans le secteur publicitaire, où personnellement, je vais aussi un peu donner mon avis aujourd'hui, je considère qu'il y a un réel problème, et pas forcément le mot, mais il faudrait trouver un certain nombre de solutions. Peut-être que la création d'entreprise, tu en es l'exemple, en est une en termes de solutions. Mais avant cela, de ton point de vue, Isabelle, quelle est la perception que tu as en termes de diversité dans l'industrie publicitaire, dans l'industrie publicitaire digitale également? Et surtout, je sais que tu as beaucoup de chiffres puisque tu es spécialisé dans le recrutement au sein de l'industrie publicitaire digitale, ou en tout cas dans l'univers du digital au sens large. Tout à fait, merci Michel. Effectivement, l'idée c'est de remettre la diversité avec de la quantification, et je te remercie Walé d'avoir cité ces chiffres-là. Moi, je parle bien des 5 types de diversité, celle qui est liée au genre, à la génération, à l'origine sociale et culturelle, au handicap et à l'orientation sexuelle. Ces diversités-là, il y en a certaines qui sont très clairement chiffrées dans le monde de la pub et de la tech. Le Syntec numérique dit qu'on a à peine 30% de femmes dans le monde de la tech et que c'est une proportion qui stagne depuis 2013. On sait que sur les générations dans les entreprises publicitaires et technologiques, on a un âge médian de 31 ans, là où l'âge médian de la population active est de 41 ans. Donc c'est à la fois un manque de diversité sur les femmes et sur les populations les plus âgées. On a moins de données, en tout cas, sur les origines sociales et culturelles, et c'est un vrai sujet, parce que je pense qu'un problème sans chiffre, entre guillemets, n'existe pas, ou est beaucoup plus difficile à mesurer et à corriger. Donc il y a des vrais défis, et effectivement, il y a des endroits où ils sont bien documentés, et d'autres endroits où on est un peu plus à l'aveugle, ce qui pose un vrai problème. Alors, on a évoqué justement l'état des lieux, j'allais dire, de l'industrie publicitaire quant à la diversité. On est tous d'accord sur le fait que des progrès sont à faire. Et là, je vais rentrer sur un sujet qu'on va dire un petit peu plus concret, très concret, terre à terre, sur ce que peuvent vivre ou ressentir les gens issus de la diversité lorsqu'ils travaillent au quotidien dans le monde de la publicité, notamment par rapport à ce qu'on appelle les préjugés inconscients. Préjugés ou biais inconscients, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans le digital quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple. Mais il y a un certain nombre de faits, par exemple, est-ce que vous avez été témoin ou visé directement par des préjugés inconscients du type « qu'est-ce que tu t'exprimes bien ? Je ne pensais pas que tu en étais capable ?» ou, fort de votre succès, on a dit que vous étiez arrogant. De ton point de vue, Haris? Alors, Dieu merci, non, j'ai pas été victime directement de ce genre de fait, mais j'ai quand même une petite anecdote assez drôle à raconter là-dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment lors de présentations clients où on va bien se vêtir, un beau costume, une belle chemise blanche, et j'ai pu être pris plusieurs fois pour un chauffeur VTC à l'entrée. Ce qui nous fait sourire, Voilà. mais sur le moment, c'est quand on y réfléchit, on le prend très mal. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu aussi des situations identiques où, à l'époque, je travaillais à Libération pour ma part et j'étais invité à une soirée d'avant-première ciné. En plus, on était dans le 18e. C'était le ciné des... Enfin, bref, peu importe l'endroit. Et on m'a demandé où étaient les toilettes parce que j'étais quelqu'un de la sécurité. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a déjà... que beaucoup
d'entre nous, hein, désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité, mais qu'on a beaucoup vu. Et sinon, en ce qui concerne la partie professionnelle, il m'est arrivé d'être qualifié d'arrogant parce que ça marchait bien ou parce que je me permettais peut-être de m'exprimer un petit peu différemment, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples, Harris ? Non, pas à ma connaissance. Mais en tous les cas, le message que je souhaite faire passer pour ma part, c'est que sur le moment, les gens qui émettent ces avis ne se rendent pas compte du mal que ça peut faire, même lorsqu'on pense que c'est positif. Par exemple, qu'est-ce que tu t'exprimes bien ? Je l'ai entendu des millions de fois, je pense. De ton point de vue, Walé ? Moi, j'ai quelques anecdotes aussi. C'est arrivé en rendez-vous client pour faire une présentation et on dit on ne prend pas en livreur. J'ai pas de casque, j'ai pas de blouson de livreur, même si tous les livreurs n'ont pas de blouson. Donc ça, effectivement, c'est gênant. C'est quelque chose qui est frustrant. Qui est symptomatique aussi d'une perception que peuvent avoir certaines minorités que moi je représente. Mais je pense que c'est la même chose pour les femmes qui vont se plaindre et qu'on va traiter d'hystériques, tu vois, systématiquement. Donc un homme qui va parler fort, c'est une grande gueule. Une femme qui va parler fort, c'est une hystérique. Donc c'est vrai que ces formes-là de confusion et de mélange et de formes de discrimination sont hyper malveillantes. Et on peut se dire parfois, mais c'est rien, c'est un petit mot, mais les mots ont un poids. Ça fait partie aussi de nos métiers de choisir nos mots pour choisir les messages et savoir que ces mots-là ont une importance à la fois dans la bouche de l'émetteur et dans la perception de la personne qui le reçoit. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument reprendre systématiquement. Je sais que c'est usant et fatigant de le faire. C'est là aussi la question que j'avais posée, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il faut réagir. Il faut réagir direct. Pour moi, il faut laisser. Il faut réagir, il faut expliquer, il faut en tout cas montrer que c'est pas quelque chose qu'on accepte et qu'on intègre du coup. Parce que ce qui est pire, c'est l'intériorisation de ces messages-là et de les accepter du coup. Donc moi, je suis vraiment pour la notion de dialogue et d'échanger et puis d'expliquer aux gens que c'est pas quelque chose qu'ils font peut-être à dessein mal, mais que la conséquence de ça est négative pour nous en tout cas et pour tous ceux qui nous ressemblent, quelle que soit la forme de diversité qu'on représente. Merci Walé, merci Harris. De ton point de vue, les fameux biais inconscients, comment tu les analyserais ? Et j'ai été très intéressé en préparant cette émission par, l'auto-formation que tu t'imposes tous les 15 jours, je crois, même peut-être plus. Est-ce que tu peux nous en parler, Isabelle ? Tout à fait. Alors effectivement, c'est un vrai sujet de biais inconscient. Effectivement, ces remarques qui peuvent être très, très déplacées et contre lesquelles il faut lutter, elles ne sont pas forcément malveillantes dans le fond. Par contre, elles font du dégât. Moi, j'ai été sensibilisée à ces questions-là, notamment chez Facebook. Dans les GAFA, tu ne peux pas faire passer un entretien d'embauche sans avoir été formé à tes propres biais cognitifs. C'est vraiment un impératif. Et là encore, on te forme sur tous les types de biais cognitifs, genre, génération, origine sociale et culturelle. Moi, j'ai plutôt une anecdote qui fait sourire sur la génération. C'est-à-dire que je discutais avec un de mes confrères chez Facebook et on parlait de seniors. À l'époque, j'avais 39 ans et je discutais avec ce jeune homme et au bout de 10 minutes, je me dis, on ne parle pas de la même chose. Je dis, c'est quoi pour toi un senior ? Et il me répond, c'est quelqu'un de plus de 30 ans. Alors, ça ne m'a pas vexé, j'ai trouvé ça drôle. Et puis après, avec du recul, de son point de vue, ce n'était pas déplacé. La moyenne d'âge de la boîte à l'époque en France, c'était 27 ans. Mark Zuckerberg en avait 31. Donc, sur sa planète, ce n'était pas bizarre. Mais c'est vrai que ça peut poser un vrai sujet. Et au cabinet, moi, je fais un effort là-dessus. Le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé ma boîte Colibri Talents, ça a été d'adhérer à la charte de la diversité. Et au-delà de ça, effectivement, si moi, recruteuse, je n'ai pas un plan sur mes biais inconscients extrêmement fort, je risque d'en reproduire. Il y en aura suffisamment dans la suite du process de recrutement pour que moi, j'ouvre au maximum. Donc moi, je garde cette habitude de me former que j'avais pris chez Facebook. Je fais un test qui a été mis au point par l'université d'Harvard, qui s'appelle le test implicite. C'est gratuit, implicite, IMPLICIT. C'est dans toutes les langues et vous pouvez vous tester sur tout un tas de biais différents. Le genre, l'origine sociale avec la consonance du nom, le look de la personne entre si elle est mince ou si elle est beaucoup moins mince. Et du coup, voir si vous avez des biais inconscients sur un sujet ou sur un autre. Donc, il doit y avoir une quinzaine de tests en langue française. J'en fais un tous les 15 jours, justement pour me rappeler que je ne suis qu'une humaine biaisée et essayer par là même, du coup, dans la démarche de recrutement que je vais avoir, de ne pas réenfermer dans une case les profils que j'approche. Puisque quand je vais sourcer, en particulier sur LinkedIn, forcément, on regarde le nom de la personne, forcément, on regarde sa photo. C'est juste humain. Donc, et de ne pas projeter mes propres biais sur ce que pourrait penser ensuite le client ou sur le besoin qu'il pourrait avoir ensuite dans son recrutement. Donc cette formation en ligne, c'est implicite. Projet implicite chez Harvard, c'est gratuit, c'est ouvert, ça prend 10 minutes. Et vraiment, si on s'astreignait tous à le faire avant de prendre une décision de recrutement ou de monter une équipe, ça nous réouvrirait un peu les chakras. Et est-ce qu'il propose des solutions en fonction de tes résultats ou non, c'est juste c'est vraiment pour te un dire, état des lieux ? C'est un état des lieux sur ce sujet-là.
t'es plus comme ci ou t'es plus comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si la perception, elle évolue. Parce que moi, j'étais persuadée que j'étais non biaisée, et j'ai découvert que si, j'étais comme n'importe quel humain biaisé sur certains sujets. Très bien. Alors justement, puisqu'on parle de biais, j'ai un sujet aussi qui me paraît très intéressant en termes de biais, en termes de gouvernance, on va dire, des entreprises. Et j'allais dire que de toutes les questions que je vais vous poser aujourd'hui, celle-là est peut-être ma favorite. À moins d'être le créateur de son entreprise, est-ce que faire partie d'un comité de direction quand on est dans le secteur de la publicité est mission impossible quand on est issu de la diversité? Je vous donne quelques exemples. Georges Mohamed Cherif, fondateur de Buzzman. Farid de Fred et Farid Mokar. Olivier Laouchez, fondateur de Trace TV, l'un des plus grands réseaux télé au niveau international, qui est d'origine martiniquaise et qui est donc français, mais qui raconte notamment dans son parcours que toutes les banques lui ont fermé les portes et que c'est une banque américaine, JP Morgan, qui lui a ouvert les portes. Et quand il arrivait dans certains rendez-vous, on lui montrait la porte des coursiers, pour revenir sur les fameux biens inconscients dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi Eric Tong Kwong, qui a été appelé le Mozart de la publicité, DG à 27 ans de BDDP, je crois. BETC. Mais qui a créé BETC ensuite. Ouais. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, qui est le fameux TIC de BETC. Et même question pour Mercedes ERA, qui pour le coup, elle, est la lettre E de BETC. Est-ce que toutes ces personnes qui sont issues de la diversité auraient pu prétendre à une gouvernance d'entreprise dans le monde de la publicité si ces personnes n'avaient pas créé leur boîte? Je pose les questions, je pose ça là. Aris, quel est ton avis? Alors pour moi, déjà, je pense que ce phénomène, l'origine de ce phénomène, puise son aisance à la source. Donc ça veut dire dans tout ce qui va être école de commerce, université, qui vous ouvre déjà l'accès à des postes de cadre supérieur, à des postes de direction, où on va voir dans ces écoles et universités une frange de la population énormément sous-représentée. Donc de base, vous avez un effet de sourcing qui est minoritaire et qui va s'accentuer petit à petit, je pense, à mon avis, au fur et à mesure que les individus vont monter en compétences, en direction. Et à partir d'un moment, déjà, en plus en top management, les places sont chères. Et en face, les individus qui peuvent y prétendre, et étant issus de cette fameuse minorité visible, sont très peu. Du coup, ça peut coincer, mais j'ai envie de dire que oui, aujourd'hui, fonder sa société et derrière intégrer un grand groupe, c'est un vrai boost à ce niveau-là pour toutes les personnes issues de la minorité. Donc ta réponse serait que vaut mieux monter sa propre boîte ça si on veut prétendre énormément aider. Être à la gouvernance et être talentueux, parce que simplement prétendre à une gouvernance c'est une chose, mais encore faut-il être talentueux dans la spécialité, ou en tout cas au niveau publicitaire. Et en tout cas, tous les noms que j'ai cités dans le domaine de la publicité et des médias ont démontré qu'à force de persévérance et de talent, on monte sa boîte et bien sûr on est racheté par plus gros ou en tout cas différents que soi. Et justement, Walid en est l'exemple parfait, j'allais dire, puisque tu as monté Derwin, je me souviens de cette histoire, sur une planche à repasser dans un appartement. Et aujourd'hui, Sœur Martine, il y a 1 an ou 2 ans 10 mois, Sœur Martine Sorel te contacte pour racheter Derwin, en tout cas pour l'intégrer dans son nouveau réseau. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse, qui est peut-être qui est ce qu'elle est, qu'aujourd'hui, quand on est issu de la diversité, si on n'a pas monté sa boîte, prétendre à une gouvernance au sein d'une grande agence ou d'un grand média, c'est compliqué? Je pense qu'effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité statistique. On pourrait l'évaluer, ça, avec ou sans l'accord de la CNIL, mais je pense que c'est des éléments sur lesquels on pourrait avoir des data et qu'on pourrait finalement voir. Je te rejoins effectivement sur le fait qu'il y a un problème d'entrée. Je pense que l'intégration du monde du travail dans le secteur publicitaire, comme tous les secteurs, ça passe souvent par des premiers stages qui vous donnent accès à peut-être un CDD, puis à un poste, puis à la seniorité et à des transferts vers d'autres entreprises. Et je pense qu'effectivement, à la base de cette pyramide-là, qui est les postes d'entrée, que ce soit stage ou en junior, il y a très peu de diversité déjà. Donc, se retrouver au sommet de la pyramide après 10 ou 15 ans d'expérience professionnelle, c'est encore plus difficile pour des personnes qui sont sous-représentées. Globalement, c'est caricature. Plus on monte, plus l'entreprise devient masculine et blanche. Globalement. Et voilà. Donc, discours qui passe très mal en France, mais qui passe normalement dans les pays anglo-saxons. Mais c'est une réalité en tous les cas. Je pense que c'est une réalité. Moi, je suis assez persuadé de ça. Donc,
il y a deux moyens, du coup, quand on fait partie d'une minorité, quelle qu'elle soit, hein, je te rejoins sur la notion de minorité au pluriel et de diversité au pluriel, il y a plusieurs éléments. Il y a quand même beaucoup de talents français qui s'expatrient dans les pays anglo-saxons pour aller faire des carrières et qui ensuite reviennent forts d'un tampon qui a été donné par des pays anglo-saxons qu'on peut critiquer sur différents éléments culturels, mais qui semblent avoir en fait une capacité à intégrer dans leurs équipes beaucoup plus de diversité. Donc je peux prendre l'exemple d'un confrère à moi qui est dans un comité de direction, qui s'appelle Emmanuel Anjambé, qui est au comité de direction d'une agence qui s'appelle 65DB. Et je pense que ça a aussi été facilité par le fait qu'il a été débauché par une agence à Amsterdam à un poste important et qu'il a été identifié pour ça. Alors que ce même talent-là, cette même personne-là, était depuis des années en France. Donc il y a aussi ce regret de parfois devoir s'expatrier pour aller trouver sa voie et montrer au marché français ce dont on est capable, ou l'autre voie qui est de monter sa propre structure. Et je pense qu'il y a une surreprésentation finalement des minorités dans le monde de l'entrepreneuriat, pas par volonté intrinsèque, mais comme le constat que c'est un des seuls moyens de pouvoir vraiment démontrer ce qu'on peut véritablement démontrer avec ses forces et ses faiblesses. Et je pense que l'entrepreneuriat est une solution à ce problème-là. Mais je te rejoins dans cette analyse, puisque ton serviteur ici présent a fait également le même choix, fort de ces conclusions, de ce constat qui je pense dommage, parce que même pour des grands groupes, c'est un moyen aussi de faire évoluer les groupes vers une réalité sociologique qui derrière peut être une réalité business sonnante et trébuchante. Et d'ailleurs, sur ce sujet, merci Walé, je pense que tu as des éléments assez intéressants, Isabelle, à nous confier, à nous donner. Tout à fait, c'est-à-dire que je vous rejoins tous les trois, c'est vraiment un sujet de gouvernance et au-delà de l'éthique, de la diversité, c'est un sujet de performance. McKinsey a fait une étude il y a quelques années, en 2018, sur 1000 entreprises dans 12 pays et ils ont quantifié en fait sur ce que le fait d'avoir de la diversité dans la gouvernance de l'entreprise amenait en termes de surperformance. Et concrètement, quand on avait une diversité de genre, donc concrètement ce qu'on appelle une parité, on avait une surperformance de 5%. Quand on avait tous les types de diversité représentés dans la gouvernance, on avait une surperformance de 15%. Et inversement, dans le dernier quartile, donc les entreprises qui étaient les moins diverses en termes de gouvernance, on avait une sous-performance de 27%. Donc on a tous à y gagner. Je peux le redire, moins 27%. Moins 27% pour le dernier quartile. Donc, on sort du Covid, si vous voulez. Non, mais c'est un sujet, ça a été quantifié par France Stratégie. Si on allait plus fort sur la diversité, on gagnerait 3,5 points de PIB. Donc, il y a un énorme levier à faire là-dessus. Et c'est vrai, après... Ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet ça. Alors moi, c'est pas pour ça que j'ai créé ma boîte, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat permet de craquer complètement le sujet. Et que les nouvelles technologies qui aident les entrepreneurs aujourd'hui à accélérer justement leur développement. Complètement. Sauf que tout le monde n'est pas né et fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Donc qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là? Et tu vois, on avait aussi la discussion en préparant l'émission. Il y a 2 ans, on a échangé sur à peu près le même sujet. Et je me revois dire, je ne sais pas s'il faut des quotas. 2 ans plus tard, je pense qu'il faut des quotas sur certains sujets, parce que la loi Copé-Zimmermann, en 10 ans, elle a amené 44% de femmes dans les conseils d'administration, ça a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté au mois de mai 2021 le fait de mettre plus de femmes dans les comités de direction, parce que ça n'avait pas avancé, donc le quota va être à 30% en 2027 et à 40% en 2030. Il n'y a que comme ça, je pense, qu'on peut faire bouger les lignes. Et après, le sujet, c'est que les quotas doivent jouer à compétences égales. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'aller prendre des personnes à Libye issues de telle ou telle diversité, parce qu'il n'y a rien de pire, c'est juste hyper pénible. Mais c'est vraiment de se dire, à compétences égales, comment est-ce que dans un recrutement ou dans une promotion, je fais en sorte que l'équipe que je constitue à la fin soit la plus diverse possible, parce que c'est bon pour la performance de la boîte. C'est pas juste un sujet pour faire joli, quoi. Je suis d'accord. Si je peux juste me permettre de compléter, il y a quand même un sujet que je trouve hyper intéressant. On dit que la France n'est pas un pays de quotas, alors qu'en fait, ces quotas existent déjà. Bien sûr. En fait, 50% de femmes dans les entreprises du CAC 40, c'est un quota qui a été imposé par l'État, que tu viens de citer, qui est la loi Copé-Zimmermann. 40% de France, mais tout à fait, on est un pays de quotas. Et pareil, 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises, c'est un quota qui est imposé par l'État. Et moi, je trouve ça hyper bien. Je suis hyper favorable à ces quotas-là, je suis hyper favorable à des politiques de quotas. Ça a été démarré, donc ça existe en France. C'est quand même un débat qu'on admet récurrent de se dire on ne fait pas de quotas en France, on n'est pas aux États-Unis. La réalité juridique est que la France est déjà un pays de quotas. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on aille plus loin dans cette démarche de quotas, qu'on élargisse cette possibilité de mettre en place des quotas
parce que, comme tu le dis, en termes de performance, et j'espère que Bruno Le Maire nous écoute, 3 points de PIB, on est tous preneurs. Eh ben, écoute, j'ai le plaisir de lui poser une question mardi, donc je lui en parlerai. Non, mais sérieusement. Et je te rejoins encore sur un truc, c'est que je pense qu'il y a un sujet très français là-dessus. Et je ne veux pas faire du French bashing, mais c'est un sujet qui a été... qui a été quantifié par l'OCDE, qui a calculé en fait combien de générations il fallait quand on était dans le 10e percentile des revenus les plus bas dans un pays pour atteindre le revenu médian. Et la France est un des plus mauvais élèves avec 6 générations, là où il en faut 2 au Danemark, 4 au Japon et 5 en Italie et aux États-Unis. Donc on est un des pays où il y a le plus ce phénomène de plancher qui colle d'un côté et de plafond qui adhère. Donc ça aussi, c'est quantifié. Et l'idée n'est pas de faire du French bashing, mais l'idée est d'essayer d'accélérer ça. 6 générations, c'est pas tolérable. Et puis la croissance du pays y est directement affectée, effectivement. On en arrive à notre dernière question. On pourrait parler des heures de ce sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'objectif de The Programmatic Society, comme son nom l'indique, l'émission s'appelle Society, et que notre volonté, c'est de plus en plus amener des sujets de société liés à l'industrie publicitaire. Et j'annonce que l'on fera un sujet prochainement autour du handicap dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dernière question. On a parlé de problèmes de gouvernance, on a dit, voilà, le marché publicitaire, il n'y a pas que des gentils, mais est-ce qu'il ne faut pas tomber non plus de l'autre côté dans le piège de la victimisation ? Je m'explique, cette dernière question est la suivante. Est-ce que vous pensez que certaines personnes issues de la diversité se mettent des freins en n'osant pas postuler à certaines fonctions accessibles dans le secteur de la publicité? Toi qui côtoies justement des étudiants à risque, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors moi j'ai 2 points de vue, on va dire, qui proviennent directement des feedbacks étudiants. Vous avez une partie, malheureusement, oui, qui de par leurs conditions sociales, leur localisation géographique, et je ne vais nommer, je vais pas nommer des personnes directement, mais je vais donner des exemples. Par exemple, j'ai 2 étudiants qui sont fils d'agriculteurs, qui viennent du Loiret, et qui ont déjà fait face lors de processus de recrutement à des remarques de type tes parents sont agriculteurs, en gros, qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Incroyable. Ça peut faire mal et ça peut bloquer, et ça bloque même. Ça peut bloquer cette classe-là de la société. Et à contrario, j'ai d'autres étudiants qui, eux, pour le coup, vont vraiment se servir de leur origine sociale, de leur environnement au quotidien comme une vraie force. Et vraiment faire abstraction de tout ce qui va être victimisation et de se servir de cette différence pour en faire vraiment une force et d'avancer, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, et de persévérer. Et moi je pense qu'il faut à la fois renforcer ces messages de persévérance et de se dire que célèbre rappeur qui disait qu'on n'est pas condamné à l'échec, et j'ai envie de le dire, oui, on n'est pas condamné à l'échec et qu'il faut persévérer. Et à la fois, j'ai envie de combattre aussi tous ces biais cognitifs, tous ces stéréotypes qu'on peut retrouver malheureusement dans les phasings de recrutement. Merci Haris. Alors Walé, toi tu rencontres beaucoup de candidats aussi qui souhaitent rejoindre ton agence. Est-ce que quand tu rencontres ou tes équipes au niveau RH rencontrent des personnes issues de la diversité, est-ce qu'elles ont pu déceler des freins ou même au contact d'autres personnes que tu peux rencontrer ou des étudiants? Quel est ton constat par rapport à ça? Je pense qu'il y a un sujet sur la représentation. C'est-à-dire en fait c'est plus facile de se projeter dans un emploi quand on voit des gens qui nous ressemblent en face de soi. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a moins de femmes en finance, qui est un milieu extrêmement financier. Tu vois moins de femmes dans des postes à responsabilité en finance. Si tu es une femme, tu vas peut-être avoir plus de mal à te projeter. Je pense que c'est la même chose en publicité. Si il n'y a pas de gens que tu as pu voir dans les médias, sur les réseaux, dans des articles ou dans ta formation académique ou universitaire, qui te ressemblent et qui exercent des métiers qui pourraient t'intéresser, on se met des freins automatiquement. Donc c'est pas une victimisation. C'est que c'est dur de se dire que c'est possible, comme une femme qui voulait jouer au foot il y a 60 ans, qui ne voyait pas d'autres femmes jouer au foot il y a 60 ans, vous pouvez se dire c'est impossible. Aujourd'hui, ça fait partie des plus grosses audiences télé, les femmes qui jouent au foot. Donc on voit l'importance de leur représentation, et c'est vrai dans le cinéma comme c'est vrai dans la société. Et donc du coup, je pense que ce travail-là est très lié du coup à cette difficulté, à ces barrières qu'on peut se mettre, sans parler effectivement des critères de discrimination qui sont géographiques, qui sont en termes de code, qui sont en termes d'accessibilité de revenus, parce qu'une école privée de publicité va te donner accès à un réseau, va te donner accès à un CV que tu n'auras peut-être pas si tu es universitaire dans 93. À compétences égales. Et là, c'est le 9-4. Là. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'il y a pas mal d'éléments de discrimination qui existent et qui ne représentent pas une forme de victimisation des talents sur le marché, mais plutôt une réalité
sur les disparités qui existent en France et notamment dans le milieu publicitaire qui doit, je pense, avancer sur ces questions-là. Mais je crois que la ACC travaille dessus. Merci Walé. De ton point de vue, Isabelle, le fait que les gens issus de la diversité, certaines personnes issues de la diversité se freinent parce qu'elles considèrent que ces métiers, c'est pas fait pour eux dans le domaine de la publicité. Alors moi, je l'ai vu de temps en temps, je l'ai vu notamment sur des prétentions salariales en entretien, où certains profils issus de la diversité ou certaines femmes peuvent être moins exigeantes sur certaines prétentions salariales, et je trouve que c'est dommage. Et c'est vrai que c'est de l'inconscient en fait. Et c'est très intéressant ton point sur les rôles modèles, parce que c'est vraiment ça. C'est si on se projette pas, si on se voit pas à ce type de poste ou dans ce type de boîte parce qu'il y a personne qui nous ressemble, du coup le sujet il devient complètement consanguin et il devient très compliqué à craquer. Merci Isabelle. Et en tout cas, Haris, Walé et Isabelle, je vous remercie d'avoir joué votre rôle de modèle pour cette émission consacrée à la diversité dans l'industrie publicitaire digitale, mais l'industrie publicitaire au sens large. On a vu que c'est à nous de faire de ce mythe une réalité, et on a essayé d'expliquer, ou en tout cas de donner des premières raisons d'espérer, et peut-être aussi des clés pour pouvoir faire en sorte que les acteurs du marché évoluent dans le bon sens. Et puisque je parle d'évolution dans le bon sens des acteurs du marché, je pense notamment aux métiers du futur, et je vais faire référence à un livre que tu viens de sortir, qui s'appelle Emploi 4.0 aux éditions Atalante, et que je crois que la régie va nous... Voilà, on voit tout de suite apparaître... Merci la régie. Merci. Apparaître à l'écran. Donc, tu peux nous en dire 2 mots justement sur ce livre? C'est mon 2e ouvrage, et l'idée effectivement de ce livre, je suis partie là encore à la rencontre d'experts, de chefs d'entreprise qui créent des emplois. L'idée étant de montrer à quel point l'intelligence artificielle transforme le travail, et de donner des clés d'une part aux dirigeants et aux collaborateurs sur ce qui ça va changer dans leur entreprise, et ensuite aux leaders sur ce qu'il faut qu'ils fassent évoluer pour être plus performants en termes de gouvernance, en termes de souveraineté numérique et en termes de diversité. Et j'ai une grosse partie justement sur le genre, la génération et tout ce qui est inclusion digitale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 13 millions de déconnectés dans ce pays, et que dans tout ce qu'on est en train de concevoir, il faut embarquer ces 13 millions de personnes, que ce soit ceux qui soient en zone blanche ou sans 4G, ou ceux qui ne savent pas se servir du digital. Il ne faut pas les laisser de côté. Donc c'est un ouvrage auquel je suis très attachée. Je te remercie beaucoup de le mentionner aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Merci à toi Isabelle d'avoir accepté notre invitation. Merci Haris, c'était un plaisir de te rencontrer. C'est la première fois que l'on se rencontre, et c'était un plaisir. Merci Walé, c'était un plaisir de te retrouver. Comme toujours. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une autre émission de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour de la diversité dans l'industrie publicitaire digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à notre partenaire média Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.